On a commencé avant-hier en accueillant Charles Gardou, qui nous a en quelque sorte dressé le cahier des charges d'une société inclusive, avec les dimensions éthiques, anthropologiques de cette espèce d'idéal auquel nous essayons tous d'apporter une contribution modeste. On a discuté de différents aspects de cet objectif pendant ces 3 jours. Et on termine cet après-midi en accueillant Serge Ebersold. Et finalement, la question qu'on lui a posée, c'est, compte tenu de cet idéal et de cet optimum d'inclusion humaine, est-ce que notre école, sans faire de jeu de mots, est en marche vers ce projet? Serge Ebersold, moi je le connais, on se connaît depuis 25 ans à peu près. On s'est rencontrés déjà autour des mêmes questions à Strasbourg, il y a au milieu des années 90. On s'est revus, reperdu de vue, recroisés, etc. Je l'ai trouvé ici, à l'INSHEA, lorsque je suis arrivé. Il a été professeur à l'INSHEA de 2009 à 2016, au moment où s'est mis en place la structure qui est devenue le GRAP, le laboratoire de recherche de l'INSHEA. Mais alors c'est aussi à ce titre que nous l'avons invité, mais c'est aussi parce que, et d'abord parce que c'est un sociologue de ces questions qui a consacré, je ne veux pas dire la totalité de ses travaux, mais une très très grande partie de ses travaux à ces problématiques de la scolarisation des élèves handicapés, de l'inclusion scolaire, etc. C'est aussi quelqu'un qui a une expertise internationale sur ces questions, qui a travaillé à l'OCCE, qui continue de travailler à l'OCCE, à l'OMS, et avec qui nous continuons à travailler très régulièrement au sein de l'Agence européenne pour l'éducation adaptée. Voilà, l'Agence européenne. Et donc, à ce titre, il était absolument indispensable qu'une université d'été sur le thème « Quelle école pour une société inclusive » accueille une contribution de Serge Ebersold. Et je suis très heureux qu'il ait accepté de venir pour clore. Mais clore, c'est pas le bon verbe, hein, pour ouvrir nos débats au-delà de ces 3 jours de réflexion. Aujourd'hui, il est, depuis 2016, professeur au CNAM. Il a été le créateur et le premier titulaire de la chaire d'accessibilité au CNAM, qui a été créée, il faut peut-être le rappeler, c'est une chaire gouvernementale qui a été créée à partir d'une réflexion conduite dans le cadre de la Conférence nationale du handicap et qui a été portée par une sorte de souhait exprimé par les membres du CNCPH et les associations du comité d'entente. Donc c'est une légitimité qui est à la fois universitaire, c'est celle d'un grand établissement scientifique comme le CNAM, mais c'est aussi une demande qui est portée par la société, j'allais dire la société civile, on parle toujours de la société civile, mais j'étais en train de dire avec Serge que finalement, quand on n'est ni ecclésiastique ni militaire, on appartient tous à la société civile. Donc elle est portée par la société civile, mais elle est portée surtout par une demande sociale qui aujourd'hui souhaite avoir un éclairage scientifique sur cette question de l'accessibilité. Donc vous connaissez tous les travaux de Serge Ebersold, son dernier ouvrage qui est présenté dans notre petite librairie s'appelle « Éducation inclusive, privilèges ou droits ». C'est aussi déjà en soi un programme et une façon de résumer une grande partie de nos débats de la journée. Et puis, parmi d'autres publications, vous trouverez tout ça très facilement, Serge a contribué tout récemment à un numéro de la
l'éternellement nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation de l'INSHEA, le numéro 77, qui est paru au mois d'avril, avec, sous l'autorité de son directeur Hervé Benoît, sur le thème « Le handicap à l'université, institutionnalisation, dilemme et enjeux ». C'est un dossier franco-québécois, et la contribution de Serge s'appelle, je ne sais pas, Trajectoire post-scolaire, transition juvénile et accessibilité, perspective internationale. Vous voyez qu'on reste dans les sujets qui animent nos échanges, nos débats depuis 3 jours et qui vont continuer au-delà. Je termine juste en disant que pendant les périodes où on se voyait davantage, quand Serge était à l'INSHEA, on a eu de très nombreuses discussions, très stimulantes sur le plan intellectuel, et je dois être l'un de ceux qui ont assisté en direct à la création du concept d'importunité scolaire. C'était, je crois, en mangeant une pizza, et je trouve que c'est une formule qui est forte de sens. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça donne à penser. Donc je cède la parole à Serge pour une intervention de 45 minutes environ, et ensuite, vous retiendrez vos valises à roulettes qui auront envie de partir toutes seules pour pouvoir profiter de quelques échanges avec lui. Bien, merci beaucoup José pour cette présentation. Comme quoi, manger et réfléchir va toujours de concert. Alors je reviendrai sur cette notion d'opportunité scolaire, et je suis ravi de participer à cette université d'été et puis d'avoir l'honneur de la clore. J'en suis tout à fait touché. Alors je ne suis pas persuadé de clore grand-chose dans la mesure où ce que je vous propose de réfléchir ensemble cet après-midi, c'est peut-être certains enjeux qui entourent les politiques inclusives et les petits pas de côté qui peuvent être judicieux de faire pour ne pas se laisser emprisonner par les injonctions paradoxales auxquelles on est confronté. Parce qu'effectivement, les politiques inclusives se sont développées selon les pays début des années 90 jusqu'à l'heure actuelle, et on commence un petit peu à avoir quelques éléments d'information ou de données sur la manière dont elles ont répondu à leurs objectifs, en sachant que ça varie largement selon les sociétés ou les rationalités à l'œuvre. Mais force est de constater que le souci d'égalisation des chances qui anime les politiques inclusives peine à se concrétiser. C'est-à-dire que si on prend par exemple les données de l'OCDE, on se rend compte que l'augmentation du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés en milieu ordinaire n'a pas contribué à réduire l'écart en termes de qualification. C'est-à-dire que le niveau de sous-qualification des personnes reconnues handicapées est à peu près resté le même dans un certain nombre de pays de l'OCDE. C'est même accru dans certains pays. On se rend compte également que les élèves scolarisés en milieu, les élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés en milieu ordinaire sont surexposés à l'échec scolaire dans un certain nombre de pays. Et si mes souvenirs sont exacts, en France atteignent le lycée à peu près 20% d'une classe d'âge entrée en primaire. Et sur ces 20%, 86% vont dans des lycées professionnels, ce qui en France n'est pas forcément source d'inscription sociale ou professionnelle, ou de offre des possibilités d'inscription sociale et professionnelle moindres que l'enseignement général.
On se rend compte également que les élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés en milieu ordinaire sont surexposés à la violence scolaire. Et donc qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de l'acceptation de la différence qui reste à travailler, etc. Autre chose, me semble-t-il, qui me paraît important de souligner, c'est que la persistance, la déficience ou le besoin persiste à fonder la légitimité des pratiques. C'est-à-dire que malgré les discours et l'évolution des discours mettant l'accent sur un changement de représentation, concernant les personnes présentant une déficience, on parlait de personnes en situation de handicap, etc., on se rend compte que dans nombre de pays, y compris la France, la déficience persiste à être le référentiel autour duquel on pense l'adaptation des pratiques. Et lorsque ce n'est pas la déficience, c'est le besoin. Mais quand on parle de besoin, ce n'est pas de besoin éducatif, c'est de besoin de service. Donc ce qui fait que d'une certaine manière, on persiste à être dans une logique non pas d'accessibilisation de l'environnement scolaire, je reviendrai dessus, mais dans une logique où il s'agit d'adapter l'environnement scolaire à des élèves qui sont en difficulté, et à mains égards, les enseignants de soutien dans un certain nombre de pays n'interviennent que s'il y a une reconnaissance officielle. C'est par exemple le cas de l'Italie, où un enfant peut bénéficier du soutien d'un enseignant de soutien à condition qu'il soit officiellement reconnu. Donc, ce qui revient à dire que, d'une certaine manière, c'est la reconnaissance qui fait soutien. Ce dont on se rend compte également, c'est que les politiques inclusives promeuvent une acception mathématique de l'appartenance sociale. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, on parle d'accès aux dispositifs de droit commun, sans pour autant se préoccuper des conditions de scolarisation. Par exemple, on a les données recueillies par l'ADEP n'informent que très imparfaitement sur les conditions de scolarisation, comme si effectivement l'enjeu premier était d'aller en milieu ordinaire, d'accéder à des dispositifs de droit commun, laissant aux acteurs de l'école la responsabilité de la mise en œuvre des principes existants. Et le terme d'inclusion scolaire qui est en train de s'installer me paraît extrêmement intéressant de ce point de vue-là, puisque on remplace le terme d'intégration par inclusion, mais on persiste d'une certaine manière à demander à l'élève de s'adapter au système scolaire, et non pas, alors que par ailleurs, comme on le verra, on revendique l'inverse. Ce qui fait que l'analyse que j'ai menée sur les conditions de transition juvénile, c'est-à-dire en quoi l'éducation inclusive favorise-t-elle l'inscription sociale et professionnelle, m'a amené à conclure, entre autres, que l'inclusion, l'accès aux dispositifs de droit commun est à l'heure actuelle un privilège. Un privilège auquel accèdent ceux qui ont les ressources leur permettant de construire les conditions de réceptivité de l'école. C'est-à-dire que l'analyse que j'ai menée montre que les soutiens sont d'autant plus aisément alloués aux élèves qu'ils arrivent à démontrer qu'ils valent la peine d'être aidés. Ce que j'appelle la société L'Oréal. J'en vaux bien la peine. Et donc, d'une certaine manière, ça revient à dire que plus l'élève arrive à démontrer que bien que présentant une déficience, il n'est pas handicapé, et plus on sera prédisposé à le soutenir. Parce que, plus d'une certaine manière, l'investissement en temps, en énergie, etc., apparaîtra raisonnable.
Ce qui revient à dire que les élèves qui n'ont pas les ressources en temps, les ressources en capital compensatoire, de fait se trouvent exposés aux formules les plus vulnérabilisantes. Et ce sont les élèves qui apparaissent les plus importuns d'une certaine manière, alors qu'ils devraient être les plus importants au regard des exigences d'équité. Alors, ces politiques inclusives me semblent également être source d'injonctions paradoxales pour les professionnels. C'est-à-dire que lorsque on analyse les pratiques, et notamment, c'est une idée qui m'était venue quand on avait travaillé autour des auxiliaires de vie scolaire à l'époque, j'avais l'impression d'avoir en face de moi des personnages en quête d'auteur, un peu comme dans la pièce de Pirandello, c'est-à-dire des personnes des professionnels à qui l'on demande de mettre en œuvre les principes inclusifs sans pour autant leur donner les éléments leur permettant de le mettre en œuvre. Les éléments conceptuels, les éléments méthodologiques, mais aussi les éléments pratiques, de telle manière que règne d'une certaine manière le bricolage héroïque, c'est-à-dire que les enseignants et les acteurs de l'école s'attachent à réunir les conditions permettant de faire à minima ou de rendre à minima le contexte scolaire accessible aux élèves, à ceci près que tout repose sur leurs seules épaules, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que là, je suis en train de mener une recherche sur le financement des politiques inclusives, à travers laquelle je me suis amusé à cartographier les systèmes d'éducation inclusive. Et il est frappant d'observer que dans certains pays a été créé un cadre institutionnel spécifiquement dédié à l'éducation inclusive qui visait tant à soutenir les régions, les municipalités que les écoles, alors que dans d'autres pays, la responsabilité de la mise en œuvre de l'éducation inclusive était déléguée aux établissements à eux-mêmes, en tant que tels, sans pour autant qu'il y ait les soutiens nécessaires à l'échelon territorial. Or, si une municipalité ou une région n'arrive pas à réunir les conditions avec les établissements d'ouverture à la diversité, c'est extrêmement compliqué pour un établissement de tout mener de front. Et donc, ce règne du bricolage héroïque fait que, souvent je prends l'image du Sacré Graal de Monty Python. C'est-à-dire qu'au début du film, on entend les bruits d'un cheval. On s'attend à voir un chevalier sur son cheval, et que voit-on? Quelqu'un en côte de maille, faisant semblant d'être à cheval, avec quelqu'un derrière qui tape sur des noix de coco pour faire les bruits de sabots. Et d'une certaine manière, je pense qu'à l'heure actuelle, la manière dont se mettent les politiques inclusives à l'œuvre me rappelle bien souvent cela. Ce qui fait que d'une certaine manière, le discours ou les principes autour desquels se joue l'éducation inclusive ne font pas vraiment sens, parce que l'ouverture à la diversité apparaît comme une source d'invalidation. Une source d'invalidation au sens où on est confronté à un certain nombre de défis, sans pour autant avoir les éléments permettant d'y répondre. C'est-à-dire que les routines sont essentielles à nous penser professionnellement. Et lorsqu'on est interrogé dans nos routines, on se trouve foncièrement déstabilisé parce que cet inconscient d'école dont parle Bourdieu ne fonctionne plus. Et on est amené à s'interroger sur un ensemble de choses qui paraissent évidentes a priori et qui nous conduisent à nous interroger sur nos propres compétences. Or, lorsque les routines se trouvent bousculées sans qu'elles soient remplacées par d'autres routines, les enseignants peuvent se sentir invalidés par la présence d'un élève qui déroge
aux normes scolaires, c'est-à-dire se trouver le besoin de formation. Ce n'est pas uniquement un besoin de formation, mais c'est aussi ce à travers quoi, me semble-t-il, les formations expriment la nécessité d'avoir d'autres routines, ou de voir les routines qu'ils ont développées reconnues. Ce qui fait que d'une certaine manière, à l'heure actuelle, les possibilités d'ouverture à la différence, et c'est une autre dimension à laquelle je me suis attaché dans le livre, s'organisent peut-être plus autour d'une quête de ressemblance. C'est-à-dire qu'on va s'ouvrir à autrui à condition que cet autrui va renforcer nos certitudes, va nous montrer qu'il est proche de nos représentations, etc. Et j'émets assez volontiers l'hypothèse, si vous voulez, que ces injonctions paradoxales, j'en ai décliné quelques-unes, il y en a d'autres sur lesquelles on peut revenir, renvoient, me semble-t-il, à une conception insulaire des politiques inclusives. C'est-à-dire que quand on parle de politique inclusive, on parle handicap. Et on oublie, me semble-t-il, que toute société a été inclusive, et les travaux d'Henri-Jacques Sticker ont montré que les sociétés ont toujours été inclusives, mais elles ne l'ont pas été de la même manière. Et donc, ce qui me semble important, et ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est de montrer que les politiques inclusives, par-delà le handicap, renvoient à une nouvelle conception de l'action publique. Une nouvelle conception de l'action publique dont atteste, me semble-t-il, la consécration de la notion d'accessibilité. Parce que lorsque on analyse, là, avec José, on a commencé à analyser les politiques développées dans 8 pays ces 10-15 dernières années. Et on s'est rendu compte que derrière les réformes entreprises par les 8 pays, maintenant il y en a 16, le développement de l'école inclusive est largement lié à une nouvelle conception des inégalités. C'est-à-dire que les inégalités ne sont plus rapportées aux implications sociales d'une déficience, par exemple, mais aux restrictions de participation sociale induites par l'inaccessibilité des organisations. C'est-à-dire que là où les politiques sociales et les politiques scolaires s'étaient développées autour de l'idée que les personnes qui présentaient une déficience ou les personnes qui étaient vulnérables devaient être protégées a priori grâce à l'action de l'État social, on est passé à une logique où on associait les inégalités, les vulnérabilités à l'inaccessibilité de la société. C'est-à-dire que, et notamment des organisations, lorsque l'OMS définit le handicap comme une restriction de participation sociale, il admet fondamentalement que ce qui fait handicap va résider dans les obstacles que vont rencontrer les personnes au cours, dans leur projet de participation sociale. Ce qui revient à dire que la manière dont on va penser la déficience ne va plus s'organiser autour des conséquences fonctionnelles de la déficience, mais elle va s'organiser autour du niveau d'accessibilité des organisations. La Convention des Nations Unies, à travers les différents droits, admettent également que ce qui va faire handicap, ce qui va être aux sources des difficultés que rencontrent les personnes présentant une déficience, va fondamentalement résider dans l'inaccessibilité de la société. Et d'ailleurs, la notion d'accessibilité, dans la Convention, se trouve mentionnée à double titre, au regard des éléments renvoyant à l'information et à la communication, mais également comme étant un principe général autour duquel se concrétisent les droits. Ce qui revient à dire que les nombreux droits qui sont explicités dans la Convention des Nations Unies le sont au regard du principe d'accessibilité. Ce qui revient à dire qu'à partir du moment
où l'on associe les inégalités à l'inaccessibilité de la société, les conceptions de la protection se trouvent également changées, puisque à la protection sociale, me semble-t-il, on cherche à protéger les possibilités de participation. C'est-à-dire que ce qui se joue à travers l'accessibilité, c'est la possibilité donnée aux personnes d'être à égalité de chances en termes de participation sociale, en termes d'inscription sociale, etc. Et donc, ce qui revient à dire que la protection sociale n'est plus pensée a priori, mais la protection sociale est pensée au regard de la manière dont les organisations vont se rendre accessibles, à la manière dont les organisations vont concrétiser les droits fondamentaux, que sont les droits à l'éducation, le droit au logement, etc., etc. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que le rôle de l'école s'en trouve, me semble-t-il, fondamentalement changé. Parce que quand on analyse les discours sur l'école, on se rend compte que l'école est présentée comme un vecteur de protection sociale au moins aussi important que la santé. Donc ce qui revient à dire que le rôle de l'école ne se résume plus à la fonction d'instruction, mais le rôle de l'école est étendu à la question de la concrétisation des droits, à la question des préjugés. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles les politiques inclusives se sont développées dans les années 90 consiste notamment à battre en brèche les préjugés. C'est-à-dire que ce qui se joue derrière l'ouverture à la réceptivité, c'est promouvoir un vivre ensemble. Et on demande également à l'école d'armer les élèves pour se prémunir contre les vicissitudes de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque je disais qu'il s'agit de protéger les possibilités de participation sociale, on admet que l'école, en permettant la réussite de tout élève, va armer et outiller les élèves pour s'armer, pour se protéger par eux-mêmes contre les vicissitudes de la vie. Le chômage, la pauvreté. Et c'est là qu'effectivement, vous avez un ensemble de données montrant l'importance de la scolarité en termes de bien-être, en termes de protection, enfin d'accès à l'emploi, etc., etc. Donc, me semble-t-il, ce qui se joue derrière les politiques inclusives, c'est une réinvention de l'école. Et c'est une réinvention des institutions d'une manière générale, par-delà la question du handicap. Et cette réinvention de l'école, si vous voulez, elle s'organise autour de ce que j'ai appelé une conception postdisciplinaire de l'école. C'est-à-dire que l'on admet que, à travers le principe d'accessibilité, à travers le principe d'efficacité, l'institution ou les établissements scolaires vont être à même de pallier un certain nombre de critiques que leur ont fait Bourdieu et Passon, etc., etc. Les sociologues, y aurait-il que les sociologues? Oui, il arrive aux sociologues d'être critiques. Et puis, la critique, c'est positif. Ça permet de faire des petits pas de côté. Mais ce qui est intéressant d'observer, si vous voulez, c'est que cette conception postdisciplinaire de l'école s'organise autour de la responsabilisation des établissements. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans un certain nombre de pays, les politiques inclusives ont contribué à déléguer aux établissements scolaires des responsabilités qui relevaient préalablement d'autres instances, qui relevaient de l'échelon de l'académie, qui relevaient de l'échelon des municipalités, etc. Mais donc ce qui se joue, me semble-t-il, dans les politiques inclusives, et c'est ce autour de quoi, me semble-t-il, se joue la concrétisation des politiques inclusives, c'est dans la manière dont les établissements vont se saisir des principes mis en avant ou revendiqués par les politiques inclusives. Et c'est à ce titre-là que, par exemple, un pays comme la Norvège a corrélé la mise en œuvre des politiques inclusives avec l'assurance qualité. C'est-à-dire que c'est l'assurance qualité dont vont se doter les établissements qui va permettre de cerner les modalités de concrétisation des droits. On se rend compte également que le socle commun de compétences est ce à travers quoi
dans un certain nombre de pays, se sont construites les politiques inclusives, c'est-à-dire se construite la réflexivité à partir de laquelle on allait penser la responsabilité sociale de l'établissement scolaire. Il lui incombe non seulement où la réussite n'est pas uniquement associée au diplôme, mais aussi à la possession d'un certain nombre de compétences. On lui demande également aussi de plus en plus donc d'avoir un rôle affiliateur et de se préoccuper du bien-être. Je ne sais pas si vous avez regardé l'évolution des données PISA. Je veux dire, entre PISA 2003 et PISA 2016, vous avez un ensemble d'éléments d'information corrélant la qualité de l'éducation au bien-être des élèves. Ils ont construit un index de bien-être, montrant bien que ce qui se jouait dans la légitimité de l'établissement scolaire, c'est la capacité non seulement à instruire, mais la capacité à se penser comme une micro-société, une communauté éducative, où l'on va pouvoir construire les conditions du vivre ensemble, où l'on va pouvoir, d'une certaine manière, faire société. Et d'une certaine manière, il est intéressant d'observer que l'on demande aux établissements scolaires de prévenir les inégalités sociales liées aux inégalités scolaires. C'est-à-dire que d'une certaine manière, là où au préalable, on demandait à l'école de lutter contre les inégalités en termes de solidarité, on lui demande à présent de gérer les talents individuels grâce à la personnalisation. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est ça représente la pyramide des modalités de financement. Au bas de la pyramide, on se rend compte que les financements sont largement corrélés aux conceptions de la personnalisation. En bleu, c'est les financements généraux pour l'ensemble des élèves, et on admet que d'une certaine manière, que la diversification de la personnalisation des pratiques va permettre de répondre aux particularités de tout élève. En vert figurent les modalités de financement qui sont allouées aux établissements scolaires. Et c'est des financements qu'on leur alloue pour qu'ils puissent personnaliser plus amplement leurs pratiques lorsque les élèves nécessitent des soutiens particuliers dans le cadre de plans d'accompagnement personnalisés, dans le cadre de plans d'accompagnement individualisés, dans le cadre de projets personnalisés de réussite éducative. Ce sont autant de projets ou de types de projets qui existent, mais où les financements vont à l'établissement. Ils ne vont pas à la personne. Bon, par exemple, un pays comme le Royaume-Uni alloue 6 000 livres aux établissements scolaires pour personnaliser leurs pratiques au regard de l'évaluation des besoins qui se fait à l'échelon de l'établissement. Et en rouge, ce sont les financements qui sont corrélés à un projet personnalisé de scolarisation ou l'équivalent d'un projet personnalisé de scolarisation. Et c'est là qu'interviennent les équipes pluridisciplinaires, etc. Ce qui revient à dire que quand on parle d'élèves à besoins éducatifs particuliers, dans la plupart des pays, ça dépasse largement les élèves présentant une déficience, et ça renvoie fondamentalement à l'exigence de personnalisation que l'on fait aux établissements scolaires, et à qui l'on demande de permettre la réussite de tout élève grâce aux moyens alloués. Et ce qui revient à dire, si vous voulez, que la diversité s'est largement développée, mais elle peut prendre des formes différentes selon les pays. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans Thalys la proportion d'enseignants, par exemple, qui travaillaient dans des établissements, d'enseignants du secondaire, collège, qui travaillaient dans des établissements avec plus de 30% d'élèves venant de milieux défavorisés, les enseignants qui travaillent dans des établissements avec plus de 10% d'élèves avec PPS,
et des enseignants qui travaillent dans des écoles avec plus de 10% d'élèves allophones. Et on se rend compte que cela varie singulièrement selon les pays. Vous avez un pays comme la République tchèque, où le niveau de diversité est bien plus faible qu'un pays comme l'Angleterre tout en bas, où la proportion d'enseignants travaillant dans des établissements scolaires avec un nombre important d'élèves de milieux sociaux désavantagés, de personnes handicapées, etc., est beaucoup plus important. Donc ce qui revient à dire que la question de la diversité, elle dépasse largement la question du handicap du fait même des politiques développées. Et donc, ce qui me paraît important à souligner là, c'est que cette conception post-disciplinaire de l'école, elle renforce le pouvoir normatif des établissements scolaires, puisqu'elle va s'organiser, l'ouverture à la diversité va dépendre de la manière dont les établissements scolaires vont légitimer anthropologiquement, socialement, fonctionnellement, la question de la diversité. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que cette conception postdisciplinaire de l'école place les codes sociaux du théâtre scolaire au cœur de la légitimité scolaire des élèves. Et c'est là que, d'une certaine manière, intervient l'analyse que j'ai pu mener dans le cadre du GEVASCO, où on se rend compte que finalement, l'évaluation des besoins qu'opère le GEVASCO, ce n'est pas l'évaluation des besoins de l'élève, mais c'est l'évaluation des besoins de l'établissement au regard des codes sociaux qui traversent l'établissement. Et donc, alors quand je parle des codes sociaux, ce sont les rites. Savoir s'intégrer dans la classe. Je veux dire, savoir s'intégrer dans la classe, c'est quelque chose qui est d'une objectivité quand même relativement minimale. Donc il y a un ensemble d'éléments qui renvoient largement à la manière dont les établissements scolaires définissent la diversité, et ce qui fait qu'il y a une disparité relativement importante. Et à maints égards, si vous voulez, cette conception postdisciplinaire de l'école fait reposer la réceptivité à la différence sur les métisses, c'est-à-dire sur les ruses que développent les professionnels pour rendre les choses, pour mettre en œuvre ces principes, pour trouver de nouvelles routines, etc. Et à ce titre-là, me semble-t-il que un des enjeux de l'accessibilité, c'est justement de ne pas la penser comme ne pas la résumer à la dimension bâtie ou transport, parce que l'espace public ne se résume pas, comme le montrent les travaux d'Habermas, au bâti ou au transport. L'espace public, c'est ce à travers quoi se fait la société. C'est ce à travers quoi s'interprètent les rapports sociaux et se jouent les manières, ou se construisent les manières, ou ce que Goffman appelle la mise en scène de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est de penser l'accessibilité comme à travers un imaginaire social, à travers lequel on va pouvoir penser les petits pas de côté. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas résumer l'accessibilité à des dimensions techniques. La rampe ne fait pas le citoyen. L'ordinateur ne fait pas l'élève. Et l'AVS ne garantit pas l'inscription sociale et scolaire de l'enfant. Bon, par exemple, lorsqu'on a travaillé sur le GEVASCO, on s'est rendu compte, on a observé des situations, et lors d'une situation, l'AVS a tout mis en œuvre pour que l'élève n'aille pas en lycée d'enseignement général, parce que lui, AVS, estimait que l'élève n'y arriverait pas. Donc il s'est attaché à convaincre l'équipe pédagogique qui pensait que l'élève était capable d'aller en lycée d'enseignement général. Non, l'AVS, parce que l'élève posait les mauvaises questions au mauvais moment, a jugé que l'élève n'y arriverait jamais. Donc, si vous voulez, un des enjeux, me semble-t-il, derrière la notion d'accessibilité, c'est que un problème scolaire est avant tout un problème social. C'est-à-dire qu'un élève à problème est un élève qui pose problème. Mais qui pose problème sur le plan scolaire, mais aussi qui pose problème sur le plan
social, c'est-à-dire parce qu'effectivement, ces manières d'être et de faire dérogent aux normes. Et donc, c'est en cela, me semble-t-il, que l'accessibilité a une dimension symbolique. Dimension symbolique qui conditionne les approches du besoin et les grilles de lecture de la difficulté scolaire. C'est-à-dire que j'ai par exemple eu l'occasion de visiter un établissement en Islande où l'établissement, dans le cadre de son projet d'établissement, avait identifié un certain nombre de valeurs structurant l'ouverture à la diversité. Chaque valeur se voyait attribuer une couleur. Et on retrouvait dans l'ensemble du bâtiment ces couleurs. Et ce qui était intéressant d'observer, c'est que c'est un des établissements où le nombre d'élèves présentant troubles du comportement était relativement faible. Pourquoi ? Parce que, à travers ces valeurs, l'établissement a défini un certain nombre de principes autour desquels s'ancrait organisationnellement et fonctionnellement le principe d'accessibilité et l'ouverture à la diversité. Donc, les approches du besoin et les grilles de lecture de la difficulté scolaire vont dépendre de la manière dont on va symboliquement penser l'accessibilité. L'accessibilité, c'est également ce à travers quoi se jouent les formes de ritualisation à partir desquelles s'institue le sens de la pratique et se surmontent les paradoxes. Par exemple, si je reprends l'exemple de cet établissement, le projet d'établissement avait conduit à ce que les salles de classe soient amovibles au regard du projet pédagogique. Donc, ce qui fait que c'était des cloisons, mais non pas des cloisons ad vitam aeternam, c'était des cloisons qui étaient amovibles, qui évoluaient, etc. De telle manière que, d'une certaine manière, la diversification des pratiques pédagogiques faisait partie de la mission des enseignants. Et d'ailleurs, le chef d'établissement m'avait indiqué qu'une enseignante d'un autre pays avait souhaité être recrutée et travailler dans cet établissement, et il a parlé d'un véritable choc de culture, parce qu'effectivement, cette conception n'était pas prévalente dans le pays d'où venait la personne. Donc ce qui se joue à travers la dimension, à travers l'accessibilité, c'est aussi la manière de se construire des pôles de certitude qui permettent de changer des routines sans craindre d'être invalidité. Et donc, d'une certaine manière, ce qui se joue à travers l'accessibilité, c'est la mise en sens du processus de scolarisation. C'est-à-dire que le droit à l'éducation est un droit que l'on peut d'autant plus aisément reconnaître que l'on délègue aux établissements scolaires la responsabilité de sa mise en sens. Et c'est là qu'un des enjeux consiste, me semble-t-il, à s'interroger sur les conditions de mise en sens du processus de scolarisation. Que vient faire l'élève ? Quels sont les objectifs que l'on recherche et comment va-t-on mettre en scène l'élève ? Comment va-t-on permettre aux enseignants ou à l'équipe pédagogique de penser l'élève autrement capable et de se penser autrement capable ? Et c'est à ce titre-là que, me semble-t-il, l'accessibilité constitue l'armature idéale et subjective dans laquelle les acteurs à l'échelon de l'établissement vont pouvoir puiser leur capacité à imaginer le bien fondé de la prétention scolaire des personnes, c'est-à-dire vont pouvoir identifier ce qui va permettre de faire des petits pas de côté. Et c'est à ce titre-là, et puis je vais conclure, qu'il me paraît important d'avoir à l'esprit que l'accessibilité ne prend sens que si elle est organisationnellement orchestrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on légitime culturellement la question de l'accessibilité au niveau des établissements, comment cette notion d'accessibilité va s'inscrire dans les contextes organisationnels, comment elle va s'inscrire dans les règles cérémonielles qui vont régir les relations des uns et des autres. Comment dirais-je, on va inscrire la question
de l'accessibilité pour que les références normatives autour desquelles on va penser la difficulté scolaire ne vont pas se résumer à la déficience, mais vont prendre un ensemble de dimensions renvoyant au métier d'élève. Parce que le degré de gravité, et ça me paraît extrêmement important, d'une particularité, n'est pas inféré à la déficience à proprement parler, mais à son degré d'évidence sociale. Goffman montre bien que ce qui fait le stigmate, c'est la visibilité de la particularité, c'est sa notoriété. Qu'en sait-on ? Quels sont les éléments d'information qu'on a sur la personne, mais également son foyer apparent. Est-ce qu'on réfère la difficulté de la personne à des contextes sociaux, organisationnels, ou est-ce qu'on essentialise la déficience et à son niveau d'importunité? C'est-à-dire en quoi, effectivement, la personne va nous interroger dans nos propres fonctionnements et nous apparaître importune. Ce qui veut dire qu'une personne peut très bien présenter une déficience, mais ne pas être importunante, selon la manière dont on va penser la légitimité de la personne. Donc, c'est-à-dire que ce qui va faire problème, c'est le bousculement des règles, c'est la remise en cause de l'organisation de la classe, c'est la manière dont va se jouer la modification de la relation apprenant et enseignant. Et c'est à ce titre-là qu'une autre dimension essentielle, me semble-t-il, c'est d'inscrire fonctionnellement la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que comment va-t-on penser l'accessibilité au regard des pôles de certitude dont disposent les acteurs de l'établissement pour bâtir de nouvelles routines, pour inscrire l'accessibilité dans les codes sociaux qui régissent la division des tâches et la distribution des rôles. Comment va-t-on permettre aux acteurs d'accéder à des identités plurielles, comme dont parle Lahire, c'est-à-dire pour l'élève se penser handicapé, camarade, et que sais-je encore, et pour l'enseignant de se penser non uniquement comme étant pédagogue, mais également comme étant quelqu'un coopérant avec d'autres professionnels, etc. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, qu'à travers l'accessibilité, me semble-t-il, un des enjeux consiste à créer un imaginaire social qui puisse faire sens et être imaginé. Voilà, je vais arrêter là-dessus pour laisser place aux échanges. Là, il y a quelques références bibliographiques, et puis je vous remercie de votre attention, et j'espère avoir répondu à quelques attentes que vous avez pu avoir. Merci beaucoup, en tous les cas.